Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi, c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. Qu'est-ce qu'une fleur ? Comment se développe-t-elle ? Quelles en sont les recherches associées ? Quelle diversité peut-on observer sur Terre et pourquoi ? Bonjour Delphine. Bonjour Lucia et bonjour Florian Jabour. Bonjour. Alors Florian Jabour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis d'être là. Vous êtes maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle dans l'équipe Morpho-anatomie et développement des plantes de l'Institut de systématique, évolution, biodiversité. Et vous êtes également un des conservateurs de l'herbier du muséum. Il faut savoir quand même que cet herbier contient environ 8 millions de spécimens, c'est pas rien, arrivés du monde entier au fil des siècles et des expéditions, ce qui en fait la collection botanique la plus importante du monde. Dans votre activité de recherche, vous vous intéressez au développement floral en particulier et aux histoires phylogéniques et biogéographiques des lignées végétales, donc liées à l'évolution. Et vous allez pouvoir nous en dire bien plus, bien évidemment. Alors, 2 raisons pour lesquelles nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui, parce que nous sommes en plein cœur du muséum. Merci pour ça. Tout d'abord, parce que vous allez pouvoir nous apporter effectivement une vision de botaniste et de phylogénie génétique. Pourquoi les fleurs sont comme elles sont. Et ensuite, car vous êtes effectivement l'un des conservateurs de l'herbier national, comme Delphine a pu le dire tout à l'heure, qui est un trésor botanique, donc le plus important du monde, qui va nous faire voyager un peu dans l'espace et dans le temps. Alors, pour commencer cette interview, la première question qu'on souhaitait vous poser, c'est qu'est-ce que c'est votre relation histoire personnelle avec les plantes ? Alors, avec les plantes, ça a commencé très tôt, puisque avec mon grand-père maternel, on faisait parfois des sorties en forêt pour observer les oiseaux. Et les oiseaux étaient perchés sur des plantes. Donc il me montrait comment reconnaître certaines plantes en m'enseignant aussi à reconnaître certains cris d'oiseaux. J'ai grandi dans un endroit en dehors de France très pollué. Et quand je venais en France, voir des plantes, des forêts, de la verdure, c'était rafraîchissant et ça me faisait du bien. Alors, nous, une question qu'on aime bien poser, c'est quel était votre parcours scolaire, d'études, qui a fait que vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui ? J'ai fait mon collège, lycée, enfin jusqu'au bac au Liban, dans un lycée français. Et après le bac, je suis arrivé en France, j'ai fait une prépa, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je me destinais aux écoles d'ingénieurs. École d'ingénieur que j'ai faite, et diplôme d'ingénieur que j'ai obtenu, mais je me suis rendu compte, même assez tard au cours de ces études, que je ne voulais pas devenir ingénieur. Donc j'ai fait une thèse de doctorat en dernière année d'école d'ingénieur. Et là, j'ai découvert ma voie. Il était temps. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et je me suis obstiné, puis ça a marché. Donc je suis ingénieur agronome, mais chercheur en biologie évolutive grâce à une redirection vers 22-23 ans. D'accord. Donc finalement, ce n'était pas tout tracé forcément vers la botanique. Pas du tout. Et donc aujourd'hui, vous vous dites botaniste, mais qu'est-ce que c'est qu'être botaniste au XXIe siècle ? Alors, il y a plein de définitions de la botanique et d'être botaniste. Ces définitions ont varié au cours des siècles.
Et aujourd'hui, je dirais que moi, je suis un botaniste de laboratoire. J'étudie les plantes au-dessus d'un microscope, dans les collections d'histoire naturelle, dans les collections vivantes du Jardin des Plantes, donc à 2 pas de mon bureau. Je fais parfois des missions de terrain, par exemple en Afrique tropicale, mais ma recherche principale se passe au laboratoire. Un botaniste peut être compris comme botaniste classificateur, botaniste identificateur. On imagine un botaniste de terrain qui vadrouille dans la nature et qui ramasse des plantes. Donc ça, je le fais parfois, mais moi, je me considère plus comme un botaniste d'intérieur. Donc finalement, on n'est pas obligé de partir à l'aventure pour être botaniste. Non. Quand même, visiblement pas quand on est dans le muséum. Pas quand on est à 2 pas de l'herbier. Voilà. Ça, c'est sûr. Parce que l'herbier, c'est des siècles de récoltes de plantes de partout dans le monde. Donc avant d'aller sur le terrain faire des récoltes récentes, on a tout le loisir d'explorer ce qu'on a déjà en collection et qui reste à étudier et à explorer. Il y a plein de nouvelles espèces qui restent encore à décrire, qui sont à quelques mètres de là où on se tient en ce moment. Et il suffit de prendre du temps, de les étudier et de publier ces nouvelles espèces. Alors justement, pour être certain de bien débuter cet épisode, c'est chose qu'on est en train de faire, ça j'en suis sûre, et qu'on soit sûr qu'on parle tous et toutes de la même chose, est-ce que vous pouvez nous définir de façon scientifique ce qu'est une fleur, comment elle se développe et le pourquoi de son existence ? Alors la fleur, c'est l'organe de la reproduction chez les angiospermes, chez les plantes à fleurs. C'est une structure complexe, composée de différents types d'organes, stériles à l'extérieur et fertiles à l'intérieur. Dans les organes stériles, on distingue les sépales et les pétales, qui ont un rôle de protection et d'attraction des pollinisateurs. Et à l'intérieur, on distingue l'androcée, l'ensemble des organes mâles, les étamines, et le gynécée, l'ensemble des organes femelles, les carpelles. La fleur est peut être sous-tendue par une bractée, ou plusieurs bractées. Donc là, je viens de vous décrire une fleur idéale. Dans certaines espèces, les fleurs ne contiennent pas d'organes stériles, ne contiennent que les organes sexuels. Certaines fleurs ne sont que mâles, d'autres ne sont que femelles. Donc, il y a une diversité phénoménale dans la structure des fleurs. Et c'est aussi cette diversité qu'on étudie et qui permet d'identifier les plantes. Alors une fleur se développe à partir d'un méristème floral. Le méristème, c'est un massif de cellules indifférenciées qui pourraient potentiellement donner tous les types d'organes. Mais grâce à un déterminisme génétique hormonal, certaines portions de ce dôme de cellules indifférenciées vont donner naissance à des petits renflements qui vont devenir des sépales, d'autres vont donner des pétales, d'autres des étamines, d'autres enfin des carpelles. Et ça, c'est déterminé génétiquement, Oui. ce développement. Ouais. Il y a un code génétique qui détermine l'identité des organes et ce code peut être parfois modifié ou peut subir des erreurs au cours du développement et c'est là qu'on trouve des organes d'identité mâle à un endroit où ils ne devraient pas exister ou des organes stériles au cœur de la fleur. Donc, par le jeu des mutations, on peut obtenir de manière aléatoire des monstruosités ou de manière contrôlée. Quand on est dans le monde horticole, on cherche ces monstruosités, ces bizarreries et on les cultive, on les entretient. Et enfin, pourquoi l'existence des
fleurs, c'est une ça. question très compliquée, oui. Mais le pourquoi n'est jamais bienvenu. Alors, Jamais. le pourquoi en évolution, c'est une question difficile La réponse est difficile. Disons que quand les premières fleurs sont apparues au cours de l'évolution, elles ont eu un grand succès et les plantes à fleurs ont profité d'un espace et de potentialité écologique à un moment donné de la vie des organismes sur Terre et elles se sont diversifiées, leur abondance s'est accrue et elles ont eu un succès évolutif certain. Est-ce qu'en termes de biomasse végétale, on peut considérer que les plantes à fleurs sont majoritaires ou parce qu'il n'y a pas que des plantes à fleurs, il y a d'autres types de plantes. Est-ce que les plantes à fleurs sont plus importantes ou pas? Alors, je parlerai à l'échelle de la planète entière. Quand on parle de plantes, moi je préfère parler de lignées photosynthétiques. Et quand on considère la planète dans sa totalité, les océans abritent aussi une très grande diversité, une très grande quantité de lignées photosynthétiques. C'est à considérer quand on évalue la biomasse ou la quantité totale de lignées photosynthétiques sur Terre. Mais je ne saurais pas dire quelle est la part la plus abondante de la diversité végétale. Quand on parle de lignées photosynthétiques, ça veut dire qu'on inclut les algues, microalgues et macroalgues. Oui. On en parle un petit peu dans notre premier épisode, justement, plantes végétales, qu'est-ce que c'est exactement? Du coup, je comprends l'idée, il y a énormément de biomasse dans les océans qui sont plutôt microalgues ou algues macroalgues. Donc c'est vrai que ma question est peut-être pas juste. C'est peut-être plutôt en termes de diversité alors que les plantes à fleurs, non, même pas. Disons que quand on regarde un arbre phylogénétique d'évolution de la lignée photosynthétique, les plantes à fleurs, c'est celles qui ont acquis le plus de caractéristiques par rapport à d'autres lignées photosynthétiques. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est une lignée très diversifiée de l'arbre phylogénétique des plantes terrestres. Voilà ce que je dirais. Okay. C'est une lignée qui a eu un grand succès évolutif, accompagné d'une grande diversification de formes. Oui. Et qui ravit en fait nos yeux et notre nez, parce que ça sent bon aussi, souvent. Alors, il faut savoir que donc, les dispositions de ces composantes de la fleur, vous nous l'avez très bien expliqué, c'est pas dû au hasard, donc il y a un déterminisme génétique, peut-être environnemental. Souvent, cette caractéristique-là participe à l'identification d'un genre ou d'une famille de plantes à fleurs. Quand on se balade, on va être capable de déterminer une plante, souvent grâce à ses fleurs, aussi ses feuilles, mais bon. Et il y a donc une disposition caractérisée au cours du développement qu'on appelle la phyllotaxie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou est-ce qu'on a déjà un peu abordé la question? Je peux vous en dire plus. Alors, étymologiquement, phyllotaxie signifie mise en ordre des feuilles, disposition des organes autour d'un axe. Dans le cas de la fleur, on ne parle pas de feuilles, mais d'organes floraux. Et on distingue deux types de phyllotaxie. La phyllotaxie verticillée, lorsque les organes sont insérés sur des cercles concentriques sur le méristème. Ils sont tous au sein d'un même type d'organe, pour une même identité. Ils sont tous sur un même cercle. Tous les sépales sont sur un même cercle, tous les pétales sont sur un même cercle, etc. L'autre type de phyllotaxie, c'est la phyllotaxie spiralée, où les organes apparaissent sur le méristème, sur une spirale qui pourrait être infinie, mais qui est achevée par certains signaux hormonaux aussi, lorsque le méristème est rempli d'organes et qu'il n'y a plus d'espace à remplir dans le méristème. D'accord.
C'est le cas des magnolias, je crois. Oui. Les magnolias ont comme ça une organisation de pétales en spirale. Ouais. Et il y a cette phyllotaxie spiralée est très répandue chez les plantes à fleurs. D'accord. Et il y a plein de nuances des phyllotaxies spiralées qui paraissent verticillées lorsque les organes apparaissent très vite les uns après les autres. Ils apparaissent tellement vite les uns après les autres que la spirale paraît aplatie et on a l'impression de voir au microscope un cercle d'organes les uns à côté des autres. Comment vérifier que c'est pas le cas? En répétant les observations et en faisant des observations très précises au microscope à balayage et en observant aussi les lignées voisines, évolutivement parlant, pour essayer de comprendre l'évolution de cette disposition d'organes dans le groupe, dans la lignée concernée. Parce que l'histoire est commune et l'interprétation de la disposition des organes se fait toujours dans un cadre évolutif. Donc on a toujours une référence, on part de cette référence pour comprendre ce qu'on observe. Et la référence a elle-même une autre référence, on élargit de proche en proche le cadre évolutif. D'accord. Donc sur Terre, on observe une diversité très riche et impressionnante de morphologie des fleurs. Et comment on peut expliquer cette diversité, d'abord du point de vue de l'évolution ? Alors, la diversité qu'on observe, c'est une diversité qui a été maintenue, conservée au cours de l'évolution. Il y a eu beaucoup plus de formes qui sont apparues au cours de l'évolution, mais qui n'ont pas été sélectionnées, et celles-là, on ne les observe pas aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre que ce qu'on observe, c'est ce qui est passé à travers le filtre de la sélection naturelle. Donc si on dit qu'on observe une grande diversité, il faut qu'on garde à l'esprit que la diversité potentielle, ou la diversité qui a été réalisée par le passé, a pu être encore plus grande. Donc les travaux en paléobotanique nous renseignent là-dessus, et on peut trouver des formes dans les fossiles qu'on ne retrouve plus actuellement dans les plantes à fleurs actuelles. C'est fou ça, c'est génial. Et c'est pour ça il faut qu'on se parle entre botanistes, entre paléobotanistes, archéobotanistes, néobotanistes, pour que chacun éclaire la discipline de l'autre et qu'on ouvre un peu nos horizons, et comprendre une lignée fossile va permettre de mieux comprendre une lignée actuelle, puisque tout est relié. Et cette diversité résulte aussi de la fonction de la structure florale. La structure florale intervient dans la reproduction. Donc la structure florale subit beaucoup de contraintes de sélection par les pollinisateurs, qui peuvent être biotiques ou abiotiques. Les pollinisateurs peuvent être des insectes, des mammifères, des mollusques parfois, mais la pollinisation peut aussi se faire par le vent, par exemple. Donc ces contraintes exercées sur la structure vont permettre la sélection de certaines formes plus que d'autres, et lorsqu'une petite déviation apparaît dans la nature, lorsqu'il y a une forme qui n'est pas commune, elle peut être tout de suite éliminée parce qu'elle ne se reproduit pas, ou parce qu'elle ne passe pas à la génération suivante, ou alors elle est sélectionnée et elle a un succès évolutif certain parce qu'elle est mieux pollinisée, parce qu'elle offre mieux ses gamètes au vent, parce qu'elle offre mieux ses gamètes aux insectes. Et cette diversité, c'est le résultat de ce jeu-là. C'est super de le préciser parce que j'ai vu sur Twitter il y a 3 jours une photo d'une orchidée qui ressemble à un oiseau. Et le premier commentaire, je sais pas si c'est du premier ou du second degré. Moi, je l'ai pris comme du premier degré, ça ne m'étonnerait pas que des gens le pensent. Mais le premier commentaire, c'était « Comment la plante sait, comment la fleur sait à quoi ressemble un oiseau ?» Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais la fleur ne sait rien du tout. Exactement. C'est de la sorte de coévolution. Oui, la nature propose et ensuite la sélection dispose. La forme qu'on observe, c'est une forme qui
est passée à travers le filtre de la sélection naturelle. Si la forme est très particulière aujourd'hui, c'est qu'elle a été sélectionnée, c'est que sa fonction est optimale, c'est qu'elle permet une reproduction efficace et que les pollinisateurs la reconnaissent par la forme, par l'odeur, qu'elle permet un bon terrain d'atterrissage pour le pollinisateur en question. Donc la fleur ne sait rien du tout. C'est juste que les espèces, les taxons actuels développent des organes qui marchent bien. Et l'évolution est toujours en cours. Donc il y a encore aujourd'hui des organes qui vont évoluer au cours des millions d'années futures. Et c'est cette évolution qu'on étudie et, en relation avec nos collègues entomologues. Donc finalement, derrière chaque fleur de plante sauvage, je ne parle pas des plantes horticoles, parce que les plantes horticoles, pour le coup, les fleurs, c'est vraiment... Le but premier, c'est d'être joli, c'est pas d'être efficace en termes de pollinisation, de dispersion. Donc derrière chaque fleur de plante sauvage, il faut voir justement tout ce temps d'évolution qui est passé, toute cette sélection qui a optimisé les choses pour que la plante se reproduise. Et du coup, du point de vue géographique, moi je me demande si on peut observer des morphologies de fleurs différentes pour une même espèce, selon qu'on la trouve à un endroit ou à un autre, donc à des climats différents. Est-ce que c'est possible ? Alors c'est tout à fait possible. Une espèce de plante à fleurs, une espèce en général, est rarement homogène. Il y a de la diversité, même au niveau intraspécifique. Et il n'est pas rare de constater des différences de forme chez les plantes, que ce soit le port de la plante ou la densité du branchement ou l'aspect des fleurs, selon le type de sol dans lequel les plantes de la même espèce poussent, selon qu'elles sont sur un versant différent de la montagne, qu'elles sont plus ou moins irriguées. C'est pas rare du tout, mais ces différences, là je parle en tant que classificateur, ces différences intraspécifiques restent moindres que les différences qui peuvent exister avec les autres espèces voisines. Et pour rebondir là-dessus, une même espèce, selon la géographie, peut présenter des formes différentes, mais des espèces différentes, selon la géographie aussi, peuvent présenter les mêmes formes. Donc, on parle de convergence évolutive vers les mêmes formes à partir de lignées différentes parce que les contraintes dans ces deux régions sont identiques. Donc, pour deux lignées de plantes différentes, si elles se développent dans des endroits où il y a le même pollinisateur, au cours des millions d'années, les fleurs peuvent avoir tendance à se développer dans la même direction et être très ressemblantes. D'accord. Et donc ça, morphologiquement, on a l'impression de voir la même chose, mais quand on fait des études de génétique, on se rend compte que ce sont des lignées différentes et la morphologie a évolué vers le même point de l'espace morphologique parce que il y avait un entonnoir, il y avait une sélection très forte exercée par les pollinisateurs. Donc c'est plus une ressemblance liée à la fonction. Oui. Un peu comme les ailes de chauve-souris et les ailes des oiseaux finalement. Oui. Quels sont les modèles d'études et quels sont les aspects en termes de développement floral ou d'évolution des structures que vous examinez dans chacun des cas ? Alors depuis ma thèse, j'ai beaucoup travaillé sur un modèle d'étude bien particulier, c'est la tribu des delphiniers. C'est une tribu assez riche en espèces qui comprend les genres Delphinium, Aconitum, entre autres. Et le genre Delphinium s'appelle comme ça parce que les boutons floraux ressemblent à un corps de dauphin dans les représentations antiques du corps de dauphin, avec une grosse tête et une queue allongée qui va en s'affinant. Donc depuis ma thèse, je travaille là-dessus en termes de reconstruction phylogénétique, de classification, de compréhension du développement floral. Ces fleurs sont vraiment fantastiques. Il y a des fusions d'organes au cours du développement, il y a des organes qui sont avortés,
des organes imbriqués les uns dans les autres. Donc il y a plein de choses à comprendre dans ce groupe. Et ils sont pollinisés par différentes cohortes d'insectes et d'oiseaux. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes à creuser dans ce groupe. Et récemment, je me suis mis aussi à étudier le développement de l'ovaire de la grenade pour comprendre le remplissage d'une sphère par des grains. Ce que j'aime, c'est peut-être ma formation d'ingénieur qui ressort, c'est de mêler botanique et mathématiques, géométrie. Et la grenade, le fruit qu'on consomme, c'est une sphère, et la manière dont les ovules, dont les graines sont insérées sur les placentas à l'intérieur de la graine, c'est quelque chose d'encore très mal compris et décrit. Et donc j'ai entrepris il y a quelques années avec des stagiaires et des étudiants d'étudier le remplissage d'une sphère végétale par une multitude de grains. D'accord, donc c'est-à-dire comment s'organisent les grains dans un espace contraint. D'accord. Dans les formes sauvages et les formes cultivées, qui ont eu tendance à favoriser le remplissage et obtenir des fruits plus gros, plus remplis. Donc ce qu'on voit de la grenade, c'est quoi? C'est le fruit ou c'est à l'intérieur, le réel fruit c'est le grain qui est à l'intérieur, ou le fruit c'est en termes botaniques? La grenade que vous achetez au marché, c'est le fruit, c'est l'ovaire transformé, et les grains juteux qui est à l'intérieur, ce sont les ovules transformés. Ok. C'est l'organe femelle de la fleur de grenade. Et comment vous les étudiez? Typiquement, ça ressemble à quoi quand les stagiaires ils viennent avec vous? Alors là, vous nous apportez des bocaux. Je vous apporte des flacons et des parfaits avec des grenades à différents stades de développement. Je parle des ovaires de grenades à différents stades de développement, et puis des fleurs très matures où on sent déjà l'ovaire gonflé parce qu'il a été fécondé. Donc avant toute chose, avant de les étudier, on ne va pas les étudier et foncer dans l'étude, faire des coupes anatomiques, faire des sections et étudier la morphologie externe. Déjà, on passe beaucoup de temps à lire et examiner la littérature existante. En botanique, alors, la science de la botanique, c'est une science très ancienne, donc on peut retourner facilement à des écrits qui ont plusieurs milliers d'années d'existence. On peut relire facilement Dioscoride ou Aristote pour comprendre certaines choses en botanique, et il faut lire tout ce qui existe sur le sujet jusqu'à aujourd'hui pour pas répéter ce qui a été déjà fait, à moins qu'on veuille vérifier quelque chose, et ensuite pour formuler les hypothèses les plus pertinentes possibles, connaissant la littérature et les travaux déjà effectués. Ensuite, on formule des hypothèses de travail, et pour y répondre, on doit choisir un échantillonnage adapté de matériel biologique, et ce matériel, c'est soit du matériel d'herbier, puisqu'il est là, il est disponible, du matériel qu'on récolte, si on veut du matériel qui n'existe pas en collection patrimoniale. Donc ça, c'est du matériel récolté en bas de là où j'habite, dans un verger. Elles sont petites, ces grenades? Elles sont petites, c'est un arbre cultivé, mais c'est les seules fleurs et fruits frais que j'avais sous la main. À part les fruits du marché qui sont très massifs et que je ne souhaite pas étudier à cette étape-là de mon étude. Mais à terme, une fois les collections patrimoniales examinées et quelques organes frais récoltés de-ci de-là en France, à terme, il faudra échantillonner des grenades dans l'aire de répartition d'origine. Des grenadiers. Ouais. Donc c'est en Asie centrale. L'origine de la grenade, c'est encore quelque chose de très discuté. On ne sait pas très bien d'où le genre est issu, mais on pense que c'est d'Asie centrale. Donc, pour retourner aux variétés sauvages, aux espèces sauvages, il faudra
aller là-bas, voir des populations pas trop touchées par l'homme, donc il faudra s'écarter des villes, des villages et essayer de retrouver de la génétique sauvage. Ce qui n'est pas forcément évident. Pas du tout. Oui. Pour des lignées aussi importantes pour l'alimentation humaine, c'est très difficile de trouver du sauvage. Parce que ça fait des milliers d'années que c'est cultivé, que c'est croisé, que c'est greffé. Et finalement, les spécimens sauvages ont pu disparaître. Je pense pas qu'ils aient pu disparaître, mais je pense qu'il serait difficile de mettre la main dessus et d'avoir des arbres totalement où il n'y a pas eu du tout d'intervention humaine au cours des milliers d'années passées. Et ça, ce sera difficile, mais on peut retrouver du sauvage dans certains arbres, peut-être pas 100% de sauvage, mais une portion de sauvage. Et ça, avec la génétique, on peut démêler les choses. On peut trouver ce qui est issu de croisements, d'intervention de l'homme et de ce qui est sauvage. En faisant des comparaisons de séquences d'ADN, on sait que ce type d'ADN-là est plutôt répandu chez des individus sauvages. C'est ça? Ouais. Donc c'est une comparaison de séquences. Ouais. Et donc dans l'herbier, j'imagine que vous avez des spécimens issus de grenadiers. Mm-hmm. Et ceux-là sont originaires d'Asie, donc? On en a originaires d'Asie, oui. Mais l'herbier de Paris conserve des spécimens qui ont au maximum 4 siècles. Et même ces 4 siècles qui nous paraissent impressionnants en termes de durée, c'est pas grand-chose à l'échelle de la domestication d'une espèce cultivée. Même un grenadier récolté il y a 200 ans en Asie centrale, ce sera quelque chose de très récent pour nous. Ça ne changera pas grand-chose finalement par rapport à un spécimen aujourd'hui. Enfin, disons que comme les temps d'évolution sont énormes, c'est une miette de pain. Ouais. Donc pour ce projet-là en particulier, je sais qu'il faut absolument travailler avec mes collègues archéobotanistes qui vont pouvoir m'aider sur l'histoire de la domestication de ce genre auquel appartient le grenadier. Et c'est vrai qu'en plus, quand on regarde les fruits, c'est quasiment une sphère parfaite, à part... alors je sais pas, ça c'est un reste de la fleur, j'imagine? Oui, vous avez des vestiges floraux. Les triangles rigides et pointus que vous voyez, c'est le reste du périanthe. Les filaments que vous voyez avec les petites boulettes, ici, ce sont les étamines, les organes mâles. Et puis, normalement, au cœur de la fleur, vous voyez, vraiment au cœur de l'androcée, vous avez une boule jaunâtre, et ça, c'est le sommet de l'organe femelle. Et donc, c'est par ce petit plateau stigmatique que les grains de pollen ont germé et sont allés féconder les ovules à l'intérieur. Et c'est conservé dans quoi? Un mélange d'éthanol et de glycérine. C'est un mélange conservateur qui conserve bien et qui n'est pas trop toxique. C'est un bon compromis entre la conservation et la toxicité. Et une fois que c'est conservé comme ça, vous les laissez dedans. Après, vous les ressortez plus jamais Ah si, il faut qu'ils ressortent. Il faut que nos collections soient utilisées, soient étudiées. Donc là, ces spécimens sont dans mon bureau parce que je les étudie. Mais une fois que l'étude sera faite, ils seront étiquetés, enregistrés en base de données et déposés en collection pour que dans 10 ans ou 150 ans, quelqu'un puisse à nouveau les étudier. Et c'est le principe des collections de l'herbier. Et là, je regarde les fleurs. Donc celles-ci, c'est des fleurs matures. Donc, ça ressemble un peu à une grande clochette. Elle semble charnue, ou c'est juste parce qu'elle est mature qu'elle est charnue? L'extérieur de la fleur est très rigide et exactement comme la peau de la grenade en fait. Ben oui, puisque c'est le même organe qui est transformé. Et les clochettes dont vous parlez, ce sont les fleurs juste avant ouverture, avant de s'épanouir. De s'épanouir et de laisser les organes sexuels présenter leurs gamètes à l'air libre. Moi j'adore l'idée du fait que ces 3 bocaux ils vont rester sur votre bureau pendant des semaines et des mois
Oui, j'espère pas trop longtemps, ça veut dire que je les étudie de manière efficace. Quelques temps avec vous, ensuite vous allez les mettre dans la collection, et plus tard, on ne sait pas quand, un autre chercheur va venir les récupérer, va lui-même les avoir sur son bureau un petit peu de temps, pour pouvoir les réétudier, et ça continue comme ça d'année en année, et je trouve ça vraiment... C'est la vie de nos spécimens en collection. Ils ont une histoire. Ils ont une histoire, ils sont étudiés peut-être pas souvent ou pas régulièrement, mais ils sont étudiés et ils sont là pour être étudiés. Oui, ils traversent le fil du temps dans les collections ici au muséum. Je trouve ça vraiment merveilleux. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans un article une plante carnivore, je ne sais plus laquelle. Ses fleurs se referment en quelques minutes. C'est impressionnant, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, il y a une limace qui arrive pour manger la fleur. Bon. Et en fait, cette fleur-là va détecter donc la présence de l'animal et en quelques minutes, elle va se refermer pour protéger ses organes reproducteurs. Je trouve ça génial. C'est-à-dire que même la fleur est capable Enfin, je sais qu'il y a des fleurs qui s'ouvrent la nuit, s'ouvrent le jour, se referment la nuit, vice-versa. Mais là, en quelques minutes, je trouve ça assez impressionnant. Est-ce que vous connaissez un petit peu Je ne connais pas du tout ce cas-là, mais c'est impressionnant comme mécanisme, mais c'est quelque chose qui n'est pas commun chez les plantes, mais qui peut être expliqué. La plante est capable de ressentir les vibrations qui ne sont pas les vibrations dues au vent, mais qui sont les vibrations dues à quelque chose de lourd, de plus lourd que le vent par exemple, et les plantes qui, en réponse à ces vibrations, font bouger certaines parties ou certains organes, vont mieux survivre que d'autres. Donc on observe à terme un mécanisme de réponse qui nous paraît phénoménal et surprenant, mais c'est encore une fois, c'est la sélection naturelle qui a sélectionné les plantes qui se défendaient bien contre certaines attaques. Et est-ce qu'on a une idée mettons, très théoriquement, la plante ne bougeait pas, et maintenant elle a ce mouvement. Combien de temps à peu près ça peut prendre ? C'est des millions. C'est des millions d'années. Oui. On raisonne à des échelles de temps très très grandes. Les variations de forme qu'on détecte, c'est le résultat d'une évolution très longue de millions d'années, même pas de milliers d'années. À part si on oblige les plantes à croître dans des milieux très perturbés, très pollués, très salins, là on va observer en quelques générations des phénotypes, des morphologies différents ou aberrants. Ça peut être très rapide, mais ces déviations de la morphologie peuvent aussi ne pas être héréditaires. C'est ça, c'est pas forcément génétiquement modifié. La plante n'a pas forcément muté dans son ADN pour avoir cette morphologie. Oui, en fait, elle s'est adaptée à son environnement extrême. Oui, en termes de phénotype ou d'épigénétique peut-être aussi. C'est-à-dire, à côté du génome, il y a des modifications qui modifient l'expression du génome et qui font que la morphologie va être différente. J'avais une autre question parce que vous parlez pas mal de mathématiques aussi, un petit peu. Est-ce que ça vous est arrivé de faire des modèles mathématiques qui modélisent le développement d'une fleur, par exemple ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait ? Alors, je pourrais répondre à ça en revenant à une question du début, c'est être botaniste au XXIe siècle. À mon sens, être botaniste au XXIe siècle, c'est être quand même assez spécialisé. Et je considère que je ne suis pas capable de modéliser moi-même de manière mathématique ou physique les événements de développement ou les morphologies que j'observe. Mais ma formation et mon attraction pour ces autres disciplines font que je suis capable de communiquer et d'expliquer mes hypothèses et mes projets à des collègues qui, eux, savent modéliser. Je trouve pas ça un problème de ne pas tout faire moi-même. Au contraire, il faut travailler avec d'autres qui savent faire mieux que nous, mais il faut qu'on trouve un langage commun pour parler
d'un matériel ou d'une forme à expliquer. Et donc, pour avoir ce langage commun, il faut déjà avoir certaines bases communes au moins. Et c'est ça que je trouve très épanouissant, c'est de parler à des mathématiciens et des physiciens et de leur expliquer en des termes qu'ils comprennent les choses qu'on observe. Parce que ça permet aussi de prendre du recul sur son propre travail, d'être capable de l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît pas forcément autant que soi-même. Ouais. Et puis ces collègues nous offrent toujours de nouvelles perspectives et des nouvelles manières de voir ce que nous, on voit tous les jours et qu'on ne voit que d'une seule façon ou de manière très étroite. Donc ils peuvent aussi contribuer à ouvrir nos horizons et ça fait du bien aussi. Ouais, c'est vrai que nous, du coup, on le voit assez bien au laboratoire, parce que c'est un laboratoire interdisciplinaire, et le fait de discuter avec des disciplines qui n'ont rien à voir avec notre discipline propre, c'est hyper enrichissant et ça fait prendre énormément de recul. Alors, on a parlé de l'herbier, donc c'est une petite pépite de l'histoire de la botanique. C'est quand même un trésor de diversité végétale. Rassembler l'ensemble de ces espèces de plantes, lichens, il y a des algues aussi, peut-être quelques champignons, que porte la planète, c'est l'ambition de cet herbier-là. Elle est le résultat de plus de 350 ans d'activité botanique. C'est rien dans l'échelle de l'évolution, on l'a compris, mais c'est déjà pas mal. Et donc il a été créé, de ce que j'ai compris, à la base au Jardin royal des plantes médicinales de 1635. Alors, quelle importance ont les fleurs, les organes floraux dans cette collection d'herbiers ? Alors avant de répondre à votre question, je dirais pas que l'herbier c'est une petite pépite, c'est une grosse pépite. C'est vrai, une pépite énorme. Et il y a plein de ces pépites dans le monde et on est tous en lien les uns avec les autres en termes d'échange de spécimens ou de discussion et de collaboration scientifique. Alors comment les fleurs sont importantes dans un herbier ? Eh bien les fleurs déjà sont conservées au cours du séchage et de la compression en 2 dimensions du matériel végétal pour faire constituer les planches d'herbier. Donc tous les organes floraux sont conservés et peuvent être étudiés la semaine suivante le dépôt à l'herbier ou 200 ans plus tard. Même si les couleurs sont perdues, je dirais peu importe, puisque les couleurs interviennent relativement peu dans l'identification des plantes. Tous les organes sont là, leur disposition est conservée. On peut réhumidifier les fleurs séchées pour leur redonner un semblant de forme fraîche d'origine. Ça les abîme pas ? Non, ça ne les abîme pas. On peut utiliser de l'eau savonneuse chaude pour regonfler les structures et les observer avant de les sécher à nouveau, presser en 2 dimensions et remettre sur la planche d'herbier pour ne pas perdre le matériel. Et les fleurs sont importantes parce que la majorité, je fais une généralisation là, la majorité des critères de différenciation des plantes à fleurs sont dans les organes reproducteurs. C'est une grosse généralisation, mais les fleurs sont très importantes pour déterminer la famille botanique, le genre, l'espèce, les variétés, etc. Qu'avec les feuilles ou les parties végétatives, on aurait beaucoup plus de mal à s'en sortir. Donc d'où l'importance qui est aussi la fleur à chaque fois le plus souvent possible. Ouais, la fleur et ou le fruit qui est une fleur transformée. Oui, c'est vrai, oui. Et à votre avis, quel rôle peut jouer la conservation des plantes et la botanique dans notre rapport aux plantes dans notre société ? Alors, la conservation des plantes et la botanique doivent ou devraient jouer un rôle prépondérant dans notre relation aux plantes dans la société, puisque plein de choses reposent sur les plantes. Le climat dans lequel nous évoluons est en partie déterminé par le couvert végétal et l'abondance des lignées photosynthétiques sur la planète. Donc, notre rapport aux plantes, c'est quelque chose de vital, et il faut qu'on s'intéresse à la botanique et qu'on conserve les plantes. Les conserver pour les conserver, c'est plutôt une entreprise de musée, mais les conserver pour les étudier, les décrire, les comprendre,
là, ça prend une toute autre dimension et ça nous permet de mieux vivre avec la biodiversité qui nous entoure et dont on fait partie, en plus de l'aspect esthétique des plantes, l'aspect nutritionnel. Je dirais, se poser la question, pour moi, c'est bizarre, parce que ça devrait tomber sous le sens. On ne devrait même pas se poser la question, et ça veut dire qu'il faut qu'on en parle encore plus, qu'on diffuse les connaissances, que les chercheurs présentent leurs travaux, qu'on en parle tous autour de nous. Et voilà, ça devrait être naturel, mais c'est aussi à nous d'agir pour que ça redevienne ou que ça devienne une évidence. C'est vraiment notre envie à nous et c'est l'existence de ce podcast-là. Vraiment, c'est l'ambition parce qu'en plus, c'est décrit, c'est connu qu'il y a une sorte de cécité végétale. Actuellement, sauf pour les personnes qui s'y intéressent de par le fait, naturellement. Mais l'abondance du vert autour de nous fait partie du décor. Et quand on voit un animal parmi ça, eh ben, la personne va voir l'animal. Elle ne va pas voir tout le vert. Donc c'est intéressant effectivement de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas autant d'importance que ça aux plantes qui sont quand même majoritaires. Il suffit de regarder par la fenêtre, il y a quand même beaucoup de vert. Et puis c'est quand même aussi la base de la chaîne alimentaire. Enfin, je veux dire, fonctionnellement parlant, c'est quand même important. On a une petite question traditionnelle dans le podcast pour clôturer. C'est est-ce que vous avez une découverte que vous aimeriez partager avec nous, que vous avez beaucoup aimé ou qui vous a un peu surpris ou... Alors je vais vous parler de quelque chose qui est a priori loin de ce que je fais, mais j'aime bien aussi explorer d'autres choses. Ça me permet de me renouveler ou d'apprendre de nouvelles choses et de voir mon métier différemment. Ce sont des recherches effectuées en paléomalacologie par un ami doctorant. Il étudie les registres fossiles de coquilles de mollusques pour reconstruire les paléo-environnements, les environnements du passé. Donc selon la composition chimique des coquilles ou selon les espèces d'escargots qui étaient présentes dans une strate donnée, donc à une ère géologique donnée, il peut reconstruire le type d'environnement qu'il y avait dans cette région-là, si c'était une savane, une forêt, une zone marécageuse. Donc les escargots consomment des plantes, et on parle toujours de plantes, mais c'est les composés chimiques issus des plantes capturés dans la coquille des escargots, fossilisés, qui permettent aujourd'hui de reconstruire des environnements du passé. C'est extraordinaire. Voilà, et c'est le genre de découverte ou de recherche que je trouve très intéressante. D'accord. Et moi, je suis curieuse du coup de savoir quel environnement il a réussi à retracer. Alors, Quentin Wackenheim a reconstruit des environnements passés de l'Holocène dans la péninsule ibérique et dans la région de Grenade en particulier. Et il a pu déterminer si cette région-là, à l'Holocène, était plus humide, plus aride. Et grâce à ce travail, il peut faire des inférences sur l'évolution du climat et la conservation de la biodiversité dans cette région de l'Europe, en lien avec des régions similaires en Afrique du Nord. D'accord. Voilà. Ok, super intéressant. Mais ce qui veut dire qu'en faisant ça, on est capable de savoir quel type de plante l'escargot broutait ou pas du tout? De manière très précise, mais on peut déterminer si la cohorte de mollusques d'une même strate se nourrissait plutôt de plantes de climat aride ou de climat tempéré ou de plantes de milieu aquatique. Donc c'est des images assez grossières, mais qui quand même donnent quelques signes pour les environnements. Ok, eh bien merci beaucoup Florian Jabour d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous deux. On a appris énormément de choses. C'est super intéressant, on pourrait discuter encore longtemps. Oui.
Voilà, j'espère que vous avez appris aussi de nouvelles choses sur les fleurs, à quoi elles servent, comment elles se développent, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elles, que le temps y est pour quelque chose et que tout prend du temps. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, restez pas plantés là.